Vladimir Volkov est un auteur qui a très bien étudié les méthodes révolutionnaires. Il a été membre des services secrets pendant la guerre d'Algérie. Et la guerre d'Algérie est très intéressante pour la situation présente parce que c'était une des premières, pas tout à fait, mais enfin, c'était une des premières guerres, comment vais-je dire ça, dans lesquelles on a utilisé des méthodes pas honnêtes, je veux dire psychologiques. Une des premières guerres qui n'a pas dit son nom. Ces guerres qui vont, comme on vous parle de la libération de la femme pour justifier l'avortement, vous voyez. Il fut un temps où nos ennemis diffusaient des erreurs qui étaient fausses, mais on pouvait encore discuter avec eux parce que on était sur le terrain de la vérité, parce que l'erreur est sur le terrain de la vérité. C'est la même ligne que la vérité, on oppose une erreur à une vérité. Et ça, c'est fort dangereux pour le diable, parce que dès que quelqu'un réfléchit, il voit que la vérité est vraie et que l'erreur est fausse. Quel est celui qui s'est converti en lisant Luther? Je ne me rappelle plus, on m'a parlé de ça hier soir. Quelqu'un qui s'est converti, le pasteur suédois, là, qui s'est converti au catholicisme en lisant Luther. On réfléchit, puis on voit. La Révolution, depuis, a fait d'énormes progrès. Et progrès, ça veut dire avancement, n'est-ce pas? Elle a fait d'énormes progrès. Elle s'est bien rendue compte que pour faire tomber les gens, parce que son but est de faire tomber, pour démolir l'œuvre de Dieu, il fallait qu'elle s'adresse aux passions et surtout pas à l'intelligence. Alors vous avez deux moyens de faire tomber dans les passions. Vous avez le moyen qui est de faire tomber quelqu'un dans l'ivrognerie, dans l'adultère, que sais-je, prenons l'exemple de l'adultère. Un homme, il a quitté sa femme, il en a une autre. Sa femme, elle est toujours là. Puis il n'est pas avec la femme légitime. Il y a, bien qu'il soit tombé dans une passion violente, il reste des repères. Encore des repères. Vous allez avoir une autre manière de s'adresser à la passion qui va être beaucoup plus subtile, qui va être d'obscurcir l'esprit par la passion. Et à ce moment-là, mieux vaut, par exemple, un homme qui passe sa vie sur Internet, parce que, épouse ou pas épouse, finalement, il n'est plus dans le monde de sa famille. Moi, j'ai connu un divorce pour ménage à 3, monsieur, madame et l'ordinateur. Mais authentique, hein. La femme lui a dit, es-tu marié avec moi ou avec ton ordinateur? La révolution va se dissimuler. Elle va faire jouer les passions et entrons dans le vif du sujet. Donc Volkov avait fait partie des services secrets pendant la guerre d'Algérie. Des guerres d'Algérie, donc sur la guerre d'Indochine, qui a été la première guerre vraiment révolutionnaire, en ce sens qu'elle était purement psychologique. Enfin, elle était, pas purement, excusez-moi, avec des méthodes psychologiques. Et les officiers français ont très bien compris en Indochine qu'il fallait gagner le cœur des populations. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire en Algérie. Ils ont gagné le cœur des populations absolument, c'est absolument certain, avec notamment les SAS. Donc, ce qu'ils n'avaient pas prévu, c'était la trahison des chefs. Ils avaient un bateau de retard sur la révolution, qui, elle, a un bateau d'avance toujours. Les services secrets
On dit à Volkov, vous avez une bonne plume, nous ne savons pas faire de la communication, par définition, parce que nous sommes secrets. Nous allons vous fournir tous les renseignements et vous allez écrire ce que nous n'arrivons pas à dire. Ça a donné le premier livre qui s'appelle Le Bouclage, un excellent livre, qui était presque prophétique à l'époque, 1990. Maintenant, tout se réalise sous nos yeux, c'était l'annonce de l'envahissement et de ce que nous connaissons dans la société civile aujourd'hui. Puis il a écrit un deuxième livre qui s'appelle Le Montage, enfin un deuxième pour ce qui nous intéresse, qui en réalité fait une trilogie. Vous avez une trilogie, vous avez Le Montage, qui est le premier, vous avez l'Enlèvement, qui est le second, et puis vous avez Le Complot, qui est le troisième, dans la trilogie, si vous voulez, dans l'exposé des méthodes révolutionnaires. De quoi s'agit-il dans Le Montage ? Vous avez un russe blanc, donc russe blanc, russe traditionnel, pas un rouge, quoi. On a opposé les blancs aux rouges. En France, c'était les blancs aux bleus. Vous avez un russe blanc qui a émigré, lui ou ses parents, je ne sais plus, peu importe, qui a émigré, qui est sorti de Russie parce qu'il a fui le communisme. Il s'est réfugié en France, comme tant d'autres, France, pays de chrétienté. On allait continuer à vivre dans une ambiance sacrée, parce que faut reconnaître que la Russie fait vivre dans une atmosphère sacrée, je crois, ce que j'ai pu lire, aidé en cela par les paysages, qui sont des paysages grandioses. Je crois qu'il faut reconnaître aux Russes une certaine mystique sacrée. Il est venu en France, mais il n'a qu'un désir, c'est de retourner en Russie. Alors il demande son passeport aux autorités russes, mais qui sont devenues les autorités soviétiques. Il reçoit son passeport contre toute attente. Comment se fait-il que les autorités soviétiques donnent un passeport à ce russe blanc ? Au moment où l'attaché d'ambassade lui remet le passeport, voilà monsieur, votre passeport, mais aussitôt il retire la main. Entrer en Russie, ça se mérite, comme si le gars ne l'avait pas mérité par sa fidélité, ça se mérite. Et nous serions très heureux que vous travailliez avec nous au bien de la Russie. On pourrait même ajouter de la Sainte Russie. Et vous avez cet homme qui est tellement désireux de retrouver son pays, comme je vous l'ai dit, un pays fascinant. Certainement un pays fascinant. Il y a des pays fascinants au monde. La France est un pays attachant, je ne sais pas si elle est un pays fascinant. Je pense que l'Algérie, que je n'ai pas connue, hélas, que l'Algérie devait être un pays fascinant. Et la Russie doit être un pays fascinant. Les États-Unis, pas du tout. Absolument pas, le contraire. Donc il est pris, il veut retrouver la Russie. Il va donc travailler au bien de la Russie, avec les maîtres actuels de la Russie. Quiconque voit ça lui dit « Oh, tu ouvres les yeux, là. Tu travailles pas pour la Russie, tu travailles pour les communistes. » Il suffit d'oublier que la Sainte Russie est devenue communiste, et en travaillant pour les communistes, on travaille pour la Russie. Volkov exprime très bien cela, expose très bien cela. C'est un responsable des services d'action psychologique ou d'espionnage, comme vous voulez, soviétique, qui a étudié les choses et qui dit à ses agents, enfin à ses officiers plutôt, les agents traités qui ont un agent traitant, vous voyez, à qui on demande de n'avoir aucune conscience morale. Tu me tues un tel, tu me dézingues un tel,
on tire sur le pape, bon. Ça marche pas. Ça marche pas. Il arrive toujours un moment où la conscience morale reprend le dessus. L'agent traité à honte de lui-même, il se flingue, il est perdu. Il se suicide. Ou bien il en a marre, il se fait retourner. De toute façon, il travaille parce qu'il est payé, alors si quelqu'un d'autre le paye plus cher. Et ce chef de l'espionnage russe exprime très très bien, il faut trouver le moyen que nos adversaires travaillent pour nous en croyant travailler pour eux. Et toute l'astuce du montage est de nous montrer un type que les soviétiques ont réussi à embobiner en lui faisant croire qu'il travaille pour lui alors qu'il travaille pour eux. L'avantage de ça, c'est qu'il y a quasiment plus besoin de le téléguider. Parce qu'il part dans son idée, il travaille pour la Russie, et alors il va faire tout ce qu'il peut pour la Russie. Il suffit de lui proposer de bonnes actions qui ne troublent pas sa conscience pour la Sainte Russie. Il va trouver lui-même les moyens. S'il est pris par son enthousiasme, il va trouver les moyens. Et il va être convaincu, donc convaincant, que vont faire les services secrets russes. Ils vont le pousser à créer une agence littéraire, c'est pas une maison d'édition au sens propre, c'est une agence qui fait de la promotion des livres. Bien sûr, il choisit les livres qu'il veut. Étant donné qu'il travaille pour la Sainte Russie, et qu'il va pas se mettre les maîtres qui lui ont donné le passeport à dos, donc il y a déjà un tas de choses qu'il ne fait plus, ou qu'il ne fait pas, ou auxquelles il ne songe pas à faire. On va pas déplaire celui qui vous déplaire à celui qui vous a donné le passeport, alors que vous avez absolument besoin du passeport pour entrer dans la Sainte Russie. Les Russes vont... Il y a des samizdat. Je ne sais pas si je prononce très bien, je n'ai pas appris le russe. Il y a des samizdat, c'est-à-dire des feuilles d'information qui circulent sous le manteau, publiées par les opposants au régime soviétique, et qui espèrent alerter l'Occident, parce que les opposants au régime soviétique sont persuadés, comme l'a été... Lajos Marton, là, quand il est arrivé en France après avoir quitté la Hongrie, il était persuadé que l'Occident luttait contre le communisme et que si l'Occident n'avait pas encore réussi à vaincre le communisme, c'est parce qu'il n'était pas informé, qu'il n'avait pas les moyens, que si on l'informait, immédiatement les Américains voleraient au secours des peuples opprimés. Donc les samizdat informaient l'Occident. Ça a quand même une certaine influence, évidemment, parce que quand vous apprenez toutes les horreurs du régime soviétique, même si les soviétiques ont d'autres manières de se défendre, malgré tout, c'est gênant. Donc vous avez cet homme-là qui va publier des samizdat. Inutile de vous dire que ça va parfaitement dans son sens. Hein. Lui, russe blanc, travaille grâce au service soviétique, mettons ça entre parenthèses, en faveur des oppositions au régime soviétique. Et puis un jour, vous avez une fille un peu fofolle qui écrit des samizdat un peu foufou, qui n'ont ni queue ni tête. Allez vous y retrouver là-dedans. Alors les soviétiques s'arrangent, sans qu'elle le découvre, bien entendu, pour faire passer le samizdat en Europe. Elle croit avoir réussi à déjouer la censure soviétique, mais je crois que la censure avait l'ordre de regarder de l'autre côté quand ça passait.
Et l'agent traitant, parce qu'il y en a quand même un, bien entendu, apporte à notre héros du livre, au faux héros, bien entendu, le samizdat en question. Il faut faire de la publicité pour ça. Alors on va faire de la publicité. Volkov va décrire toutes les méthodes. C'est pas ça le plus important. Vous avez la méthode des caisses de résonance, ça c'est important. Vous avez la méthode du fil de fer à plier qui va finir par casser. J'ai plus en tête toutes les méthodes qu'il décrit. Ne vous arrêtez pas aux méthodes. La vraie méthode, c'est de faire que quelqu'un travaille pour l'ennemi en croyant travailler pour soi. Et qu'il soit sincère. On lui fournit ce texte, et lui, on se rend bien compte que ce texte vaut peut-être pas grand-chose, mais il est parti dans le mouvement, allez, en avant, puis c'est le samizdat, alors vous avez le Figaro qui fait de la publicité, casse des résonances, toutes les bons gens de droite, les électeurs de Philippe de Villiers, après avoir acheté le livre sur Saint-Louis, sur Jeanne d'Arc et sur Charette, achètent le samizdat en question. Ils n'y comprennent rien parce qu'il n'y a rien à y comprendre. Et ils se disent, oh ben si c'est ça le samizdat, alors on peut laisser tomber, c'est pas sérieux, c'est pas... Oui. Et plaf. Du coup, on a décribilisé tous les samizdats qui arrivent désormais en Europe. Pas la peine de lire ça, sinon on n'y comprend rien. Vous avez Monseigneur Felet, qui est un homme qui est un russe blanc, un tradi. On a essayé ça marchait pendant un temps, on a essayé de dire aux prêtres et aux évêques qu'il fallait virer la religion, se débarrasser de la religion, se débarrasser de la messe, se débarrasser du sacré, se débarrasser des ornements sacrés, se débarrasser du chant grégorien. On a vu ce que ça donne. Tous les jeunes aujourd'hui y reviennent. Tous les jeunes séminaristes se rendent compte qu'on leur a caché quelque chose et ils reprennent la soutane 3 heures par jour ou 3 jours par semaine, veulent reprendre les ornements, veulent remettre du sérieux, enfin, ça a bien marché, parce qu'ils ont fait du dégât. Ça peut pas durer. Ça a fait beaucoup de dégâts avec le communisme, mais ça marche plus. Et vous avez une opposition, avec Monseigneur Lefebvre, et vous avez une opposition qui est très dangereuse, parce que c'est une opposition raisonnée. C'est une opposition de foi et de foi raisonnée. Et quand Monseigneur Lefebvre s'adresse aux gens, les gens se réveillent en disant « Mais c'est vrai, il a raison !» Les gens ne disent pas « Oh, Monseigneur Lefebvre est sympa !» Comme tel comme candidat à la présidentielle, il est sympa. Et ils ne disent pas « Ah, Monseigneur, c'est beau !» Ils disent « Monseigneur a raison ». Si Monseigneur a raison, les autres ont tort. Et la fraternité Saint-Pédis, ça a beau être toute petite chose, c'est une graine qui, quand même, contient le principe même de la contre-révolution, parce que la contre-révolution, c'est le contraire de la révolution, et nous ne faisons pas de psycho. Je vous embobine pas. D'ailleurs, si je voulais, je ne saurais pas. Et heureusement. Je m'adresse à l'intelligence. Je vous dis pas, venez dimanche prochain, ça va être une belle messe bien chantée. Je pourrais vous le dire, mais c'est pas ça que je vous dis. Je vous dis pas, dimanche prochain, nous allons trouver une belle église gothique dans laquelle nous allons enfin pouvoir célébrer la messe. Je vous dis pas, et je cherche pas à être sympa, parce que je fais tout le contraire pour qu'on s'attache pas, au contraire, à ma personne. Tiens. Et Monseigneur Lefebvre avait beaucoup de qualités que je n'ai pas, mais ce que les gens retenaient, c'est qu'il avait raison. Tout ça est dangereux, et la fraternité Saint-Pédis, comme je vous le disais, suscite, rappelez-vous ce que je vous ai dit au sermon,
j'ai mis en valeur les laïcs, autrement dit, je fais autant de personnes responsables, j'essaye de faire autant de personnes responsables que de personnes qui m'écoutent, et je peux disparaître, puis on reprend le flambeau, enfin, il n'y a même pas à le reprendre, vous l'avez déjà. Ça, c'est très dangereux pour la révolution. Très dangereux, alors, d'une part, parce que vous ne fermez pas un réseau et qu'elle a du mal à taper sur un réseau, mais, c'est pas ça, il y en a marre de parler des réseaux ou pas réseaux. C'est très dangereux parce qu'il y a des convictions. Des convictions vraies. Et qu'on peut faire taire quelqu'un qui a des convictions vraies, normalement, jusqu'à il y a peu de temps, on pouvait le faire taire qu'en faisant un salaud. Et qu'il faut trouver le moyen de le faire taire sans en faire un salaud, parce qu'on n'aime pas de salaud, excusez-moi, c'est les termes qui conviennent, c'est pas des gros mots, c'est la réalité. Et donc, la Révolution a cherché, évidemment, à faire des prêtres de la fraternité de Saint-Pilice des salauds. Ça n'a pas beaucoup marché. Au moment du sacre, on a perdu 20% de prêtres, on a gagné 20% de fidèles. Et c'est là où vous avez le génie de ces modernistes qui n'ont aucun mal à entrer là-dedans parce qu'ils n'ont pas de conviction, ils ne veulent que des résultats, ce sont des révolutionnaires, ce sont des gens qui sont pénétrés de l'esprit gnostique, c'est des Américains, c'est tout ce que vous voulez. Particulièrement le pape François, parce que là, vous avez quand même aussi quelque chose de génial, vous avez un pape jésuite, les jésuites n'ont pas bonne presse, c'est le premier pape jésuite de l'histoire de l'humanité, qui prend un nom franciscain. Qui vient voir Monseigneur Felet, enfin, ça avait déjà commencé en 2000, puisque Monseigneur Felet nous avait dit dans une conférence que des cardinaux étaient venus le voir en disant « Mais Monseigneur, puisque vous travaillez pour le bien de l'Église, nous aussi nous travaillons pour le bien de l'Église. Vous dites qu'il faut de la tradition, ben venez nous en apporter de la tradition, puisqu'on en manque, plutôt que de rester dans votre coin. » Comme si nous n'apportions pas de la tradition, déjà. Et Monseigneur Felet a dit, ben oui, ça serait bien de travailler avec eux, pour justement. À ce moment-là, l'affaire est gagnée, et on est dans la situation de Volkov. Vous avez Monseigneur Felet qui veut rentrer dans la Sainte Église russe catholique, enfin la Sainte Russie catholique, et qui refuse de voir qu'il a affaire à l'Église soviétique. Enfin, à la Russie moderniste. Il suffit d'oublier ça. Et c'est très facile. Ce sont les chefs légitimes de la Sainte Russie. Ce sont les chefs légitimes de la Sainte Église. Et encore, les soviets sont pas tout à fait des chefs légitimes pour la Sainte Russie, mais vous pouvez pas dire que le pape ne soit pas le chef légitime de la Sainte Église. Alors on se focalise là-dessus, ce qui fait qu'on ne voit plus l'opposition ni le problème. Et on travaille pour la tradition, et plus on travaille pour la tradition, plus les autres tirent les marrons du feu. Monseigneur Felet n'a pas l'impression de trahir. Aucune contrepartie. Évidemment, il ne faut pas déplaire au maître du moment, parce que le passeport, vous l'avez, le passeport, il est à votre nom. Mais il est dans les coffres du Vatican. Comment ça s'appelle? La prélature personnelle. Ils lui ont montré les papiers. Le voilà, Monseigneur, le papier pour la prélature personnelle. Mais puisque vous voulez une prélature personnelle, c'est que vous voulez travailler pour le bien de l'Église, ça se mérite. Je peux pas vous la donner tout de suite, ça va faire mauvais effet. Alors nous rentrons la prélature personnelle au coffre, sous combinaison, comme ça personne ne va vous la voler, votre prélature, rassurez-vous. Et puis vous allez travailler pour nous, pour vous. Nous allons vous aider à travailler pour vous. Nous allons vous soutenir dans votre œuvre traditionnelle. La preuve que nous vous soutenons, d'ailleurs, dès maintenant, allez, nous reconnaissons vos confessions. Vous faites du bon travail en confessionnal. Plus personne ne confesse aujourd'hui. Les prêtres ne confessent plus. Vous, virgule, vous confessez, point.
Et Monseigneur Felet, on reconnaît nos confessions. Nous confessons pour la Sainte Russie. L'avantage d'un homme comme ça, c'est qu'il y a très peu besoin de le téléguider. Vous avez, après ça, donc je vous recommande le montage. Alors, il y a une histoire de bonne femme, évidemment. Mais vous en avez deux histoires de bonne femme. Vous avez une histoire de secrétaire qui est quand même là pour surveiller, et puis ça se finit au lit. Bon. Vous avez l'histoire d'une bonne femme qui est intelligente et qui a écrit un livre contre Lénine, enfin, contre le régime communiste. Elle le présente à cet agent littéraire qui est anticommuniste, théoriquement. Et l'agent littéraire dit « Ah, touchez pas à Lénine quand même. Staline, oui, ça, y a pas de problème. » Et alors elle répond « Mais ça va pas, l'essentiel de mon livre, c'est sur Lénine. Staline n'est qu'une conséquence de Lénine. » Ah, dans ce cas-là, je peux pas publier votre livre. Il va se passer quand même que, bon, ça c'est le roman de Volkov, le type va péter un câble pour parler français comme les jeunes. Il va péter un câble, fondre un fusible pour parler comme les vieux. Et que c'est la fille en question qui va le sauver, mais il n'est plus sauvable. Il n'est plus sauvable. Il se réfugie chez elle. Il sait que c'est elle qui a raison. Il sait que c'est elle qui n'a pas trahi. Il sait ce qu'il faut faire pour ne pas se faire prendre par les communistes, par les soviétiques. Et quand les soviétiques frappent à la porte, « Bonjour monsieur, on voudrait vous voir », il ouvre. Et il se fait emporter. Parce qu'il n'est plus sauvable. Parce qu'il ne peut plus vivre reclus dans un appartement caché, parce qu'il a besoin de faire des sermons, parce qu'il a besoin de porter une mitre en public, parce qu'il a besoin d'avoir le plus grand séminaire des États-Unis, parce qu'il a besoin et puis les chouettes. Hein. Alors là, propre, tout, en briques, massif, voilà. On n'a pas eu le temps de faire la chapelle parce qu'ils n'avaient pas assez d'argent. C'est pas grave, tout le reste est beau, hein. Parce que vous demandez à Monseigneur Felet de se rendre à Dalins pendant 1 an, au fin fond de la France, avec des braves gens, avec lesquels on n'a quand même pas beaucoup de conversations, hein. Mais il peut pas. Et le jour où il se réfugie à Dalins, le premier cardinal qui se pointe et qui toque à la porte, il ouvre. Quand j'étais là-bas, Dalins, c'était donc le plus grand village de France, dans lequel je m'étais mis en exil, grâce à un très bon fidèle. Et vraiment, au fin fond de la campagne, y avait-il 100 habitants, j'en suis pas sûr. 100 électeurs, j'en suis pas sûr non plus. Et voilà, un village martyr en 14, intégralement disparu. Il restait un coin d'un bout de cimetière grand comme la table qui avait été classée monument historique parce que c'est tout ce qui restait du village. Et puis après ça, les maisons ont été refaites en béton d'entre-deux-guerres, un béton assez bizarre d'entre-deux-guerres. Toutes les maisons mitoyennes, tac, 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 tac. Donc vous venez de l'ouest de la France, je me disais, non, tu te rends pas compte de la chance que tu as. Ces gens ont vécu toute leur vie dans un village qui a été désolé par la guerre. Et puis tu te plains parce que les choses sont moches, toi tu as vécu dans des belles choses, et puis eux vivent dans des choses qui sont moches. Puis à la Deuxième Guerre mondiale, paf, tout le monde leur a repassé dessus, dans un sens, puis dans l'autre. L'abbé Laguérie, je téléphone, allô l'abbé Pivert, toujours à se balader là. Allô l'abbé Pivert, je voudrais vous rencontrer. Toc toc toc, le cardinal qui frappe à la porte. Toc toc toc, l'agent soviétique qui frappe à la porte. Monsieur l'abbé,
Vous voulez me rencontrer, il y a un objet. Vous voulez me rencontrer pour quelque chose. Donc je ne peux pas vous dire oui ou non tant que je ne sais pas pourquoi vous voulez me rencontrer. Enfin, je suppose que c'est pas pour tirer le portrait, hein. Ah oui, vous comprenez, la fraternité peut quand même être sauvée. Ah, je dis, vous venez me convaincre que la fraternité peut être sauvée et qu'il faut que je rentre dedans. Monsieur l'abbé, c'est pas la peine de venir me voir. Il téléphone une deuxième fois. Allô, l'abbé Pivet, renjoué, talati, tatata. Je dis, vous voulez que je rentre dans la fraternité? C'est pas auprès de moi qu'il faut agir, c'est auprès des supérieurs. Vous vous trompez de porte, c'est pas chez moi qu'il faut frapper, c'est à Menzingen. Comme si j'étais pas fidèle à Monseigneur Lefebvre. Et vous avez ce pauvre russe blanc, il ouvre la porte aux soviétiques. Il ouvre la porte à l'abbé Laguerie. Monseigneur Felet ouvre la porte au cardinal. Je voudrais vous voir. Au lieu de dire, il y a un objet, Monseigneur, notre éminence, vous voulez me voir, de quoi voulez-vous parler? Ah, du moment qu'on rencontre une éminence, ah là. Parce que beaucoup de gens n'arrivent pas à comprendre comment un fils de Monseigneur Lefebvre a pu trahir. Parce qu'on ne demande pas à un fils de Monseigneur Lefebvre de trahir, on lui demande de travailler dans le même sens que Monseigneur Lefebvre, notre vénéré fondateur. Ah oui. Bon, ils n'ont publié que les sermons de Monseigneur Lefebvre parce que c'est public. Ils refusent de publier les conférences aux séminaristes parce que comme ça, c'était uniquement aux séminaristes, ça vous regarde pas, vous, les pauvres imbéciles de laïcs. Une bonne partie de la doctrine de Monseigneur, et notamment presque tous ses rapports avec Rome sont dans les conférences aux séminaristes. Ça, pas question de les publier. J'ai demandé à Monseigneur Felet de les publier. Non. Les sermons, oui. Et les conférences aux séminaristes, non. Vous avez un deuxième livre, L'enlèvement, c'est l'histoire de l'abbé de Cacré. Vous avez un type de cas, Volkov connaissait très très bien les milieux ralliés. Donc vous avez un type de cas, un noble breton. Les nobles bretons sont tous aux bretons, hein, comme la noblesse irlandaise n'est pas irlandaise, elle est anglaise. Comme la noblesse écossaise est anglaise. Ce sont des gens qui ont envahi, et puis qui se sont adaptés au pays, et puis qui se sont fait plus irlandais que les Irlandais, plus bretons que les Bretons, et puis alors on vous prend des Kermandec, de Kermandec, de Kervenec, de tout ce que vous voulez. Donc on suppose que le gars s'appelle de quelque chose K. Un bon tradit, un bon fraternité Saint-Pédis. D'ailleurs, quand j'ai parlé du livre à un jeune Versaillais, à un stage. Ah oui, super, ce livre, il s'est identifié avec l'anti-héros. Il n'avait pas compris que le héros avait trahi. Et il était prêt à faire la même chose. Alors vous avez un président du Monte Rosso qu'il faut enlever parce qu'il est trop contre-révolutionnaire, il a été élu démocratiquement, peu importe, son peuple l'aime, peu importe, il est orthodoxe parce que Volkov va pas en faire un catholique et puisque lui-même est orthodoxe. Il faut l'enlever, on essaye de le dézinguer, on n'y arrive pas. Les Américains, ils vont avec des bombardiers, ils arrivent qu'à perdre leur gars, mais le type sort indemne. Enfin, non sans que ses enfants aient été tués. Et finalement, le président des États-Unis décide de téléphoner à son collègue président de la République française. Ah, cher ami, j'ai un service à vous demander. Le président de la République française, tout honoré que Obama lui téléphone. Oui, bien sûr, voilà, président de Monte Rosso qu'il faudrait enlever. Oh, je peux rien vous refuser, mon cher Obama, très bien. On confie ça à deux cas, service secret, la Sainte Russie, la Sainte France, tout ce que vous voulez. On est dans le même schéma, voyez.
Alors là, c'est Saint-Cyr, Saint-Cyr, l'armée, la France éternelle, l'Algérie, l'Indochine, les héros, tout ce que vous voulez. Et puis, Decazes, on lui demande quand même d'enlever celui qui normalement est un allié. Et il travaille contre son camp. L'opération est belle. Et c'est un vrai saint, Decazes. Parce qu'évidemment, dans ce genre d'opération, il ne faut pas agir tout seul, il faut être en couple, puisque on n'est pas en uniforme, on n'est rien de tout ça. Bon, il faut être en couple, monsieur, madame. On peut pas, faut trouver un agent pour faire un faux couple. On va pas partir avec sa propre femme. C'est pas possible, parce que si on risquait sa vie, les enfants seraient orphelins, donc on va pas risquer sa vie, ni celle de la femme. Il faut trouver un agent, quoi. Alors, rassurez-vous, dans le lit, on met le traversin entre les deux, hein. Ah, il y touche pas. Pur, chaste, propre, bien comme il faut. Tous les petits tradis admirent ça. Ah, Decazes. C'est comme le général chancelier de la Légion d'honneur, là, qui disait en donnant le pactage à ses hommes, il y a des préservatifs dedans. Je ne suis pas d'accord. Mais je n'ai pas la possibilité de m'y opposer. Ah, merveilleux, il a dit qu'il n'était pas d'accord. Des héros. Ils montent une opération intelligente à la française, intelligente. Finalement, ils réussissent à mettre la main sur le président, puis le déférer à la Cour pénale d'injustice internationale. Mais alors, c'est l'histoire de Decazes qui nous intéresse. Decazes a un cousin qui s'est fait musulman, et il va être fait prisonnier par le cousin musulman. Et alors, il est balancé dans un camp de prisonniers, qui se trouve être dans une église, bien entendu, et l'endroit où les prisonniers doivent déféquer, c'est le cœur de l'église. Et Decazes le sait. Decazes le sait que s'il veut déféquer en dehors du cœur de l'église, il va être torturé. Il est en pleine possession de ses moyens, il est un agent service secret, il vous dire qu'ils sont bien entraînés, et qu'ils savent faire des prises de judo, et qu'ils ont des muscles. Lorsque le cousin lui met la main dessus, Decazes sait que c'est le moment de balancer le cousin dans le camp au lieu d'y aller lui-même. Bien sûr, ça va entraîner une lutte immédiate entre les deux camps. Et puis il va y avoir des morts, peut-être que Decazes va y passer, mais enfin, si on est soldat, on est là pour faire la guerre quand même. Et Decazes se dit, non, aujourd'hui l'occasion n'est pas favorable, je vais attendre demain, je trouverai une occasion plus favorable. Et demain, Decazes sera moins bien nourri, il aura déféqué dans le cœur, même en sortant au bout de 24 heures ou 48 heures, il aura bien été obligé. Et donc, Decazes sera en condition physique et psychologique inférieure à celle d'aujourd'hui. Et il le sait très bien. Mais tout se passe très bien. L'armée française intervient pour sauver son agent. Et avant que Decazes ait eu le temps de déféquer dans le cœur de l'église et de se comporter en salaud, il est sauvé. Ce qui fait que sa saloperie ne se verra jamais. Ça, c'est l'histoire de tous les résistants de l'intérieur. On leur demandera pas de déféquer dans le cœur de l'église. On leur demandera de la boucler devant ceux qui le font. On leur demandera de se taire devant des horreurs. Tant qu'on nous a rien demandé, moi je me rappelle, c'était au Moulin du Pain, je discutais avec un très bon fidèle, très très bon fidèle. Ah, je sais pas quoi faire, je suis ennuyé, qu'est-ce qu'on fait? Tant qu'on nous a demandé aucune contrepartie, la fameuse ligne rouge. Ligne rouge personnelle, ligne rouge de mon propre confort. Tant que, à moi,
virgule, moi, François Pivert, virgule, on m'a rien demandé, virgule, j'ai pas besoin de réagir. Et je dis à cet répond fidèle, je dis, écoutez, moi, tant qu'on m'a demandé aucune contrepartie, et le fidèle s'est fâché, c'était sur le pont au Moulin du Pain, s'est fâché. Comment, monsieur l'abbé? On vous a pas demandé de contrepartie? On vous a demandé de vous taire. On vous a demandé de lâcher Monseigneur Williamson. Et vous appelez ça que c'est pas une contrepartie? Ah, j'ai dit, Renaud, je vous remercie. Ah, j'ai dit, Renaud, je vous remercie. Alors j'ai pris mon temps, sagement. Contrairement aux apparences, je ne suis pas un excité. J'ai pris mon temps, sagement. J'ai pris 1 an et demi ou 2 ans. Puis j'ai tiré, alors là, avec les livres, hein, ils ont eu du mal à s'en mettre. Bon, puis je suis parti. Le complot est très intéressant parce que c'est l'histoire des 2 cas de la fraternité Saint-Pédise, des résistants de l'intérieur, des types qui couchent pas avec les bonnes femmes, qui ont le traversin dans le lit quand la femme est dans le lit, enfin la fausse femme, mais qui se disent quand le cousin c'est important, c'est un cousin, le cousin musulman va les obliger à des saloperies, je réagirai demain, j'aurai des occasions plus favorables. Et puis, troisièmement, l'enlèvement. Le complot. Le complot. Alors, quels sont les maîtres du monde? Qui sont les maîtres du monde? Alors, vous avez un type qui va être initié à une société secrète, style Skulls and Bones, à laquelle appartenait Bush. Et tout le monde fixe là-dessus. Et l'abbé Sellier avait fait la promotion, l'abbé Sellier, agent littéraire de la Russie moderniste, avait fait la promotion d'un bouquin anti-Skulls and Bones, comme si le problème était là. Comme si le problème était là. Ah, évidemment, c'est un truc secret, ça fait des articles dans Paris Match. Alors vous avez le gars, il est tout fier d'avoir été accepté dans cette société secrète des campus américains. Il y en a dans tous les campus américains, vous avez société secrète, et puis comme on est en démocratie, vous avez une société secrète qui est officiellement secrète et secrètement officielle, pour les républicains, puis l'autre, officiellement secrète et secrètement officielle, pour les démocrates, évidemment. Et ils ne savent pas pourquoi ils sont républicains et démocrates, hein, mais enfin bon, comme ça. Ça serait une honte d'être dans la deuxième et un honneur d'être dans la première. Et il est tout fier parce que son grand-père a appartenu à cette même société. Et d'ailleurs, il était 4 niveaux au-dessus. 4 niveaux au-dessus. Oh, dis donc, on peut pas. Et alors il va monter toute une opération, ça c'est du Volkov, c'est un vrai plaisir à lire, c'est mieux qu'un roman policier, et c'est pas idiot, je vais pas tout vous raconter, d'abord pour pas déflorer, et puis parce que ils serions encore demain. C'est très bien monté, c'est intelligemment monté, c'est plein d'astuces, Mais pourquoi raconte-t-il toutes ces opérations pleines d'astuces? Parce que les opérations des gens que la révolution se mettent dans la main sont pleines d'astuces. On ne peut pas dire le contraire. Les contre-révolutionnaires sont intelligents et savent faire. Hein. Alors là, bon, il n'est plus tellement contre-révolutionnaire, le gars. Finalement, il grimpe tous les échelons, il arrive à l'échelon supérieur. Et puis là... je vous le dévoile quand même parce que peu importe que vous connaissiez la fin, c'est la démonstration par laquelle Volkov arrive qui est intéressante. Il sait pas très bien,
s'il a affaire au chef de l'organisation, donc il monte jusqu'en haut, il ne sait plus très bien s'il a affaire au chef de l'organisation, à moins que le chef n'existe pas, à moins qu'il soit en contact avec le diable, il ne sait plus très bien. Et Volkov nous montre là qu'il y a un véritable complot diabolique, si ce n'est le diable, mais enfin c'est diabolique malgré tout, un véritable complot diabolique qui embobine les gens, qui sont embobinés. Avec le complot, il vous dit qui manipule les deux cas, qui manipule les gars, qui manipule le type du montage. Et pour nous, catholiques, nous avons la chance d'avoir quelqu'un qui, avant Volkov, a écrit le complot. C'est Saint Pie X, dans son encyclique sur le modernisme. Saint Pie X, dans son encyclique sur le modernisme, analyse théologiquement et philosophiquement ce qu'est le complot diabolico-gnostique. Il montre, Saint Pie X, comment le diable se sert de la gnose pour embobiner les excellents chrétiens qui sont les meilleurs gnostiques, parce qu'au moins c'est une gnose spirituelle. Les juifs les plus parfaits aujourd'hui, ce sont les modernistes. Enfin, dans ceux qui sont téléguidés. Et on découvre comment ce qu'est le vrai mondialisme. Alors, quelques précisions. L'enlèvement, il y a encore des histoires de femmes. Hein. C'est, comment dirais-je, c'est réaliste, mais ça n'a aucune vulgarité. Bon, c'est à faire lire par des gens qui... C'est pas à faire lire par des enfants de cœur. Et puis si l'abbé de Cacré lisait ça, il se récrirait. Évidemment, lui qui met l'oreiller. Je vous préviens, parce que ne soyez pas surpris. Si vous êtes marié, ça vous apprendra rien du tout. C'est la vie, c'est la réalité. Volkov montre les choses telles qu'elles sont. Qu'est-ce que le roi est nu, il est nu. La révolution fait comme ça, elle fait comme ça. C'est pas la peine de suggérer les choses, sinon c'est plus la peine d'écrire le livre. Malgré tout, on voit ce que j'avais déjà lu dans d'autres livres, que même lorsqu'ils fautent contre la chasteté, les gens de droite sont très respectueux de la femme. Vous allez me dire, drôle de respect que d'en faire une femme adultère. Durant la Seconde Guerre mondiale, les femmes souhaitaient être prises par les Français parce que jamais ils ne violaient, prenaient des femmes que consentantes. Les Allemands, il y avait une discipline de fer. Quant aux Russes, alors là, c'était le carnage. Voilà. Vous avez les nouvelles américaines. Alors, pareil, à pas mettre entre toutes les mains. Non pas uniquement à cause pas uniquement à cause des affaires du 6e commandement, mais on entre dans la vie telle qu'elle est, très réaliste. Il n'y a pas que le 6e commandement qui soit sale. Alors bon, c'est pas donné à des adolescents. Voilà, si je vous fais la promotion de Vladimir Volkov, c'est parce que j'ai énormément appris avec lui. Le montage est un livre qui m'a... Parce que vous voyez, j'ai cherché en tradi honnête, donc un peu bête, où était l'erreur théologico-philosophique de nos adversaires les plus dangereux, c'est-à-dire non pas des communistes, mais des libéraux. Comment se fait-il que Monseigneur Felet trahisse? Comment se fait-il que des libéraux trahissent? Comment fait-il qu'on ait plus de problèmes avec des Villiers qu'avec d'autres? Comment se fait-il tout ça? Alors j'ai lu un article très intéressant publié dans l'Ordre français
j'étais tout jeune, donc c'est pas d'hier, pas d'aujourd'hui, sur le terrorisme, instrument du pouvoir révolutionnaire. Puis j'ai découvert Les modérés d'Abel Bonnard, qui fait le portrait de Don Gérard. Puis j'ai découvert le montage de Volkov. Et ça y est, là, je tiens les clés. Je tiens les clés. Là, si je me bats uniquement sur le terrain des idées en négligeant les méthodes révolutionnaires, je n'arriverai pas à éclairer les gens. Léon XIII, tout pape du ralliement qu'il était, disait « Arrachez le masque ! Il y a un masque !» Il n'a pas dit « Flinguez-les !» Il n'a pas dit « Dénoncez-les !» Et il a dit « Arrachez le masque !» Et Volkov arrache le masque. Donc voilà, ne soyez pas des deux cas. Sachez ce qui se passe. Bon, Volkov ne donne pas la solution au problème, mais il n'a pas besoin de la donner. On sent qu'il a des convictions, et que ces convictions suffisent pour pas tomber dans toutes ces cochonneries-là, ces saloperies-là, c'est le terme exact, toutes ces trahisons-là, et qu'il va rester droit. Il va... Et nous savons que nous avons notre Seigneur Jésus-Christ. Bien sûr, c'est très dommage que toute la société s'écroule. Mais il y a une providence.